Merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube du Forum du patrimoine ici depuis le Carrousel du Louvre à l'occasion du Salon international du patrimoine culturel, 30e édition, 6e pour ce forum avec bon nombre de sujets évidemment qu'on aime aborder ici pour mettre en lumière l'architecture, les savoir-faire et on va s'intéresser aujourd'hui à un mot qu'on n'ose plus employer d'ailleurs tant il semble subjectif et complexe. La beauté dans la ville, la beauté dans l'architecture. Qu'est-ce que cela veut dire justement aujourd'hui à l'heure des normes, de la performance énergétique, de la densification ou encore de la contrainte économique? Est-ce une question justement de goût, d'époque, de culture ou bien il existe une beauté intrinsèque, universelle, capable de traverser le temps? On va voir tout cela avec vous trois. Merci mesdames d'être à nos côtés ici sur ce plateau. Vous êtes donc Véronique Villano, architecte du patrimoine, trésorière de l'association des architectes du patrimoine également. Merci d'être là. À vos côtés, votre sœur. Il y a un duo de passionnés du patrimoine sur ce plateau. Emmanuel, vous êtes architecte d'intérieur. Et enfin, vous êtes accompagnée d'Edith Lomel. Vous êtes la présidente de l'association Environnement et Patrimoine du Calaisis, que l'on appelle autrement l'EPAC, pour celles et ceux qui commencent à la connaître. Alors pour commencer, Véronique, pouvez-vous nous dire comment justement, en tant qu'architecte du patrimoine, vous définissez la beauté dans l'architecture? Mais vous savez, actuellement, vous l'avez bien dit, on ne définit pas tellement la beauté dans l'architecture. C'est un peu un sujet tabou. Néanmoins, j'étais pas plus tard que hier à une conférence organisée par les architectes du patrimoine et ICOMOS. Et nous avions invité une consoeur italienne qui a répété le mot beauté au moins 15 fois. Et avec toujours plus d'élégance, plus de grâce, plus d'une onctuosité. Et je pense qu'ils osent et ils ont un regard qui fait que nous, on se retient. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire que c'est beau parce qu'on considère que c'est subjectif. Parce qu'on a peut-être un esprit plus scientifique. Et les Italiens sont plus rêveurs. Non, un esprit plus scientifique, ou au moins on se targue de ça. Et c'est ainsi que dans les DRAC, par exemple, on parle de conseils scientifiques et techniques, mais on parle en fait de façon cachée de beauté. Pour certains, justement, et pour certaines architectures, finalement, elles font l'unanimité, il faut le dire quand même. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais à certaines époques, c'était le cas. Est-ce que cette beauté architecturale est universelle ou toujours relative à une époque? Moi, je pense qu'elle est surtout relative à la culture qu'on a. Parce que une culture universelle, c'est quand même assez rare. Même si aujourd'hui, on a des moyens exceptionnels. Mais c'est quand même ce qu'on vous apprend à regarder, le regard qu'on vous forme et le fait de vivre dans des espaces, d'arriver à les appréhender, d'arriver à les analyser, de les comprendre. Pourquoi ils nous émeuvent, pourquoi on a envie d'y passer, d'y repasser, pourquoi d'autres nous repoussent. Mais sans culture et sans éducation, moi, je pense que tout ceci n'a pas beaucoup de sens. Mais ça veut dire qu'il faut avoir certains critères, on va dire, qui sont objectifs de la beauté dans la composition architecturale, notamment la proportion, l'harmonie, la lumière. Si on n'a pas ces connaissances-là, finalement, on n'arrive pas à apprécier le beau. Alors, oui, les proportions, ça s'apprend, ça se dessine, on y est plus ou moins sensible. L'harmonie, je laisserai ça à la musique, parce que je pense que s'il y a vraiment un art qui manie l'harmonie, c'est vraiment la musique, c'est pas tellement l'architecture. Votre sœur n'est pas totalement d'accord, Emmanuel. Oui. Pour quelle raison vous n'êtes pas d'accord? Ce sera part du sujet suivant, mais je pense au contraire que l'harmonie, c'est ce qui fait la beauté. C'est-à-dire que l'harmonie, c'est ce qui rassemble des choses qui vous plaisent pas forcément individuellement en tant que telles, mais qui, mises en rapport les unes avec les autres, composent. Et qu'on n'aime pas, du coup, dans une harmonie, on se sent bien. Et est-ce que la perception de la beauté est aussi liée justement à un contexte social, à la culture, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi au contexte social, l'environnement dans lequel on a grandi? Je pense surtout que l'environnement, il faut surtout apprendre à le regarder. Voilà.
y a des choses qui peuvent nous paraître disgracieuses parce qu'elles ne font pas partie de notre culture, parce qu'on ne sait pas les regarder. Parce qu'on n'a pas, on n'est pas capable de lire des détails, on n'est pas capable de lire qu'il y a des rythmes, qu'il y a des symétries, qu'il y a des lignes verticales, horizontales, des soubassements, des traitements dans les parties supérieures. On les voit pas, parce qu'on ne les regarde pas, parce qu'on ne prend pas le temps de les regarder. On ne prend pas le temps de les dessiner. On n'a pas aussi tous suivi, parce que vous avez enseigné pendant 20 ans à l'école de Chaillot, des cours qui nous permettent aussi de les analyser de cette manière-là. Oui, mais pour arriver à l'école de Chaillot, il faut les avoir vus avant. Je veux dire, c'est pas à Chaillot qu'on apprend à être sensible. On n'apprend pas à être sensible, mais on apprend à lire le vocabulaire de l'architecture. Lire le vocabulaire de l'architecture ancienne qui n'est plus enseignée. Mais dans les écoles d'architecture et dans les écoles tout court, je veux dire, quand on fait dans des écoles d'art, on apprend à lire à condition de vous donner les outils pour lire. Je veux dire, si on ne les a pas, il y a les gammes, je vais prendre la couleur par exemple. Les couleurs primaires, si on ne vous enseigne pas les couleurs primaires, vous ne pouvez pas les deviner. Après, elles se mélangent, tout ça, ça s'enseigne. Et ça demande du temps. Emmanuel, que faudrait-il faire alors pour que l'on puisse apprécier la beauté pour ce qu'elle est et aussi oser le dire? Alors, comme le disait Véronique, je pense qu'il faut déjà en avoir le discernement. Pour en avoir le discernement, il faut effectivement y avoir été sensibilisé, mais il faut aussi être capable, dans le discernement, de dégager ce qui gêne le regard. Parce qu'il y a, dans notre vie courante, énormément de choses qui gênent le regard. Par exemple, à l'échelle quotidienne, une personne très bien habillée, mais avec trop de bijoux, on ne voit plus que les bijoux, on ne voit pas qu'elle est bien habillée. Bon, par exemple. C'est la subtilité et la beauté. Voilà. Là, la beauté... C'est pour revenir au terme de l'harmonie, enfin ma définition de l'harmonie. Après l'harmonie, c'est vrai que c'est beaucoup plus musical, mais encore que moi j'ai dans mon métier plus affaire à la couleur, donc il y a des histoires d'harmonie. Mais pour accéder à la beauté, oui, je pense qu'effectivement il faut y être sensibilisé et il faut surtout qu'elle ne soit pas obstruée, qu'on ait le regard possible vers elle. Et à Calais, c'est la raison pour laquelle vous êtes là avec nous aujourd'hui, Edith, il y a un architecte art déco qui a marqué justement la ville par un projet où l'esthétique, la beauté pour tous sert la dignité collective comme l'amélioration du logement. C'est lui qui le disait donc ainsi. Il s'appelle Roger Poyer. Vous êtes toutes les deux ayant droit de cet architecte, c'est votre ancêtre. Quelle était son approche? Là, on voit à l'image justement sa vision, quelques-unes de ses réalisations. Vous pouvez nous raconter son parcours? Peu importe, je vous écoute toutes les trois de toute façon, parce que je pense que vous avez un regard complémentaire sur cet architecte. Oui, moi je voulais quand même apporter un petit complément sur votre question sur la beauté. Parce que parfois, bon, il faut former, bien sûr, le regard. Mais je voulais, en 2 mots, un petit exemple. On a fait une exposition photo sur des portes qui vous parlent à Calais. Les portes qui vous parlent, c'est-à-dire qu'on a photographié les grilles. Et en une seule exposition, on a conquis des dizaines de personnes qui disaient « Ah ben oui, mais bien sûr, la grille de ma porte, elle est art déco. J'avais pas vu et je l'avais remplacée par du PVC. » Parce qu'en fait, finalement, il faut poser son regard sur les détails. Voilà, exactement. Il faut vraiment apprendre aux personnes lambda qui n'ont aucune formation justement à savoir bien regarder ce qui est tout près d'eux ou à lever les yeux. L'éducation au regard, de la pédagogie en quelque sorte, c'est ce que vous faites avec votre association pour mettre en lumière donc cet architecte Roger Poyer. Qui était-il? Quand est-il né et qu'a-t-il fait? Alors c'est un garçon qui est né avant la guerre, qui n'a connu que les guerres finalement, qui a reconstruit par 2 fois. Et qui n'a aussi connu que le mouvement art déco, puisque quand il a commencé à travailler, pour pouvoir acquérir son diplôme, puisqu'il ne pouvait pas accéder au diplôme par les études, étant donné que la guerre l'en empêchait, on était déjà dans le mouvement art déco, et dans le nord de la France plus qu'ailleurs, puisque l'influence de l'art nouveau, qui s'est déjà installé via l'Angleterre et la Belgique, avait déjà aiguisé, on va dire, le style du nord de la France. Donc, il a eu beaucoup de plaisir, je crois. Enfin, pour revenir à votre question initiale, je crois que ce qui lui a plu à Roger Poyer, puisque c'était quelqu'un de
d'éminemment joyeux, comme le sont beaucoup d'architectes d'ailleurs, sont généralement des gens assez créatifs et joyeux. Il a eu envie, il a eu la chance d'avoir une clientèle très très aisée, mais je pense que ça l'a assez rapidement lassé, ou plus exactement que il trouvait ça bien pour gagner de l'argent, mais que ce qui l'amusait finalement, c'était d'amener quelque chose dans la population. Et le mouvement Art déco a été pour lui un vecteur formidable, parce qu'il y a, entre guillemets, rien de plus facile que la géométrie et la couleur pour apporter de la joie dans le bâtiment. Il s'est servi de ce style, finalement, tout à fait naturellement, sans forcément penser qu'il était dans un mouvement Art déco. C'est pas quelqu'un qui est monté à Paris, encore qu'il ait eu plusieurs fois la médaille du Salon des artistes décorateurs, mais je veux dire, c'est pas après ça qu'il courait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vie des Calaisiens. Et il a construit une quantité de bâtiments absolument incroyable dans Calais, en appliquant à chaque fois toutes les, on va dire, les petits trucs qu'il a trouvés quand il s'est amusé à faire des bâtiments plus chics, plus voilà, sophistiqué. Donc là, par exemple, une de ses premières maisons qu'il a commencé à dessiner en 1921 et qu'il a livrée en 1923 pour un très grand avocat de Calais, et si vous regardez bien les vitraux que vous voyez, qui sont juste une partie des fenêtres intérieures de cette maison, 90% de chances d'avoir été fait par Barillet, parce que Barillet, grand maître verrier de l'époque Art déco. Voilà, et était dans le coin, travaillait avec lui par ailleurs sur d'autres projets dont je vous parlerai. Mais voilà, ce qui est amusant, c'est qu'il a décliné toutes les figures en fait, décoratives dans un mode géométrique, avec peu de moyens finalement, et avec peu de moyens chez les riches, et en mettant les moyens chez les pauvres. C'est ça qui était amusant dans le travail de Roger Poyer. Pourquoi ces réalisations sont à préserver à Calais, Edith ? Non seulement elles sont à préserver, voire même à restaurer, parce que certaines d'entre elles sont malheureusement en mauvais état. On verra tout à l'heure, je pense, par exemple, la Bourse du Travail. Donc, il n'y a pas un édifice qui ne parle pas plus aux Calaisiennes et aux Calaisiens que la Bourse du Travail. Je crois que c'est la photo suivante, ou en tout cas les prochaines. Et je sais qu'en régie, ils vont être réactifs pour qu'on puisse voir ce bâtiment. C'est, je pense, la slide supplémentaire, enfin celle qui arrive juste après. Voilà, c'est ça. La Bourse du Travail qui est incroyable à la fois à l'extérieur et surtout à l'intérieur, avec cette peinture qui vient entourer la scène. Oui, déjà cela, mais n'oubliez pas qu'à côté, elle a un marché couvert qui a aussi été prévu selon les normes hygiénistes de l'époque. Enfin, il y avait quand même là un courant très fort qui apparaissait. Et qui aujourd'hui est encore extrêmement rempli les normes ergonomiques en la matière. Et il n'y a pas une Calaisienne ou un Calaisien qui ne la connaissent pas et qui ne connaît pas ce marché couvert. Malheureusement, la salle, les générations commencent à disparaître de celles qui ont pu assister à des spectacles à l'intérieur, qui ont des souvenirs impérissables. Parce que c'est une salle qui est utilisée pour les syndicats, mais pas que. Ah non. Là, la salle de spectacle n'est plus utilisée du tout, mais elle était utilisée pour les arbres de Noël, par les comités d'entreprise, pour les meetings syndicaux et politiques, etc. C'est ce que je 1200 places quand même. Donc, en fait, cette salle est retirée de la vue du public, puisque elle est précieuse, comme vous le voyez. Comme vous ne le voyez pas, mais parce que vous ne pouvez pas le voir, je n'ai pas mis la photo, mais elle possède une énorme fresque par-dessus la scène, qui a été peinte par Paul et Max Ingrand, qui étaient vraiment les Jean-Charles de Castelbajac de l'époque. On a un petit extrait de cette fresque-là sur la photo de droite. Voilà, il y a des histoires de droit sur la reproduction de ces photos. C'est une salle qui est fermée, donc retirée de la vue du public, au prétexte que, vous en parliez tout à l'heure, on aurait des normes de sécurité qui empêcheraient de recevoir le public dans cette salle. Donc ça reste depuis un certain nombre d'années une excuse pour ne pas s'en occuper et pour ne pas l'ouvrir au public. En réalité, ça la préserve. Moi, ça m'arrange. Mais les Calaisiens, je ne pense pas que ça les arrange. Voilà. C'est un bâtiment et un monument qui est protégé au titre des monuments historiques. Donc, de toutes les façons, on ne peut pas le détruire. Ah non, il n'en est pas question. Non, je pense que là, il y aurait vraiment une levée de bouclier. Il y a déjà une levée de bouclier pour ce qu'on a appelé de façon un peu anecdotique la chapelle Poyer. On l'a vu tout au début de votre des slides. Donc déjà, il y avait une grosse pétition qui avait été signée. Bon, mais là, peut-être par des personnes plus sensibilisées à la chose architecturale, mais aussi par les gens du quartier, d'ailleurs, par les habitants du quartier.
Mais là, je pense que la Bourse du Travail, pas un élu ne s'aventurera à dire qu'il faut la détruire. De toute façon, c'est impossible parce qu'il y a une réglementation autour de cela. Vous n'allez pas me contredire, évidemment, Véronique. Oui, mais sans la détruire, si on n'entretient pas les bas-reliefs en béton qui commencent à s'abîmer très fortement avec la corrosion des fers, le mal sera fait sera et le fait, monument en fait perdra voilà. de ses qualités architecturales, bien évidemment. Comment vous faites pour, Edith, à Calais, faire connaître ce patrimoine et amener en quelque sorte cette beauté de la ville auprès des habitants? Écoutez, ce sont des moyens très, très classiques d'une association. Hein. On essaye d'organiser tout à la fois de s'inscrire déjà dans des grands événements, tels que par exemple le Printemps régional Art déco des Hauts-de-France, qui est quand même un événement qui est en train de prendre en ampleur. D'ailleurs, on aurait pu aussi en parler. Il s'appelle le Printemps de l'Art déco. Le Printemps de l'Art déco. Porté par la ville de Saint-Quentin. De Saint-Quentin, et qui vraiment permet d'inscrire déjà la ville de Calais depuis 3 ans dans cet événement, ce qui est très important. Cette année, on a réussi aussi à s'inscrire dans les Journées nationales de l'architecture, qui ont eu lieu il y a quelques jours. Il y a 15 jours, je crois, oui. En organisant, évidemment, des parcours commentés. Nous sommes des bénévoles associatifs, nous ne sommes pas des guides conférenciers, mais on s'appuie sur des experts qui viennent nous aider, qui viennent sur les archives municipales également. Et puis, on essaye surtout de développer des outils pédagogiques pour essayer de rentrer dans les écoles et d'allumer le regard des élèves sur leur histoire. Voilà. En quoi, aujourd'hui, lorsqu'on est dans la ville de Calais et qu'on voit cet héritage de Roger Paulier, on peut se dire qu'il avait une vision de la beauté assez singulière et exceptionnelle dans l'histoire de l'architecture? Une chose qui est particulièrement intéressante, si vous remontrez la première, toute première photo, c'est de montrer Oriane en régie va réagir, vous inquiétez pas. Des projets urbains qui en fait ne sont que des toutes petites maisons et qui leur donnent une échelle urbaine élégante, chic presque. Mais où est-ce qu'on a de l'art déco, par exemple, en fait, dans cet ensemble? On a plutôt l'impression d'avoir du colombage, en quelque sorte. Ce sont de faux colombages en béton. Et c'est ça, justement, la subtilité art déco. C'est d'amener dans le quotidien une mode au travers de tous les artisans possibles, de tous les artisanats possibles. Vous voyez, lui, au même titre que ses pairs parisiens, il a travaillé en équipe avec une quantité d'artisans et sur ces petites maisons qui sont en réalité des combinatoires, il n'y en a pas deux pareils si vous regardez bien, puisqu'il n'y a pas les mêmes combinatoires de forme, pas les mêmes combinatoires de modénature, pas les mêmes combinatoires de couleurs. Il arrive à faire un jeu où ça peut continuer à l'infini. Et il y a comme ça 53 maisons, il y en avait 129 de prévues et ça devait continuer ensuite. Ce qui fait la beauté aussi finalement de l'architecture d'une ville, ce sont des ensembles. Absolument. Oui, non, mais je réagis là parce que si vous voulez, sur la période de la reconstruction par exemple, enfin sans vouloir ne plus parler de Roger Paulier, parce qu'il a d'ailleurs œuvré à la reconstruction de On va voir une photo justement, alors c'est le croquis en noir et blanc de la façade de la rue Royale. Voilà, de la partie détruite voilà, de c'est Calais. cette partie-là, exactement. Et en fait, ce qui séduit le regard, c'est quand même qu'il y a des homogénéités architecturales. Le quartier de l'Esplanade, dont il est le principal artisan, les Calaisiens l'aiment parce que justement, il y a une espèce de continuité dans l'appareillage des briques, par exemple, tout en ayant toujours un détail spécifique à certaines maisons, à certains jardinets. Donc, c'est toute une combinaison entre une homogénéité, mais qui n'est pas une répétition banale. En fait. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'architecture contemporaine contribue à embellir nos villes, comme ça a été le cas là, par exemple, après la reconstruction liée à la Seconde Guerre mondiale, ou au contraire, on retrouve plutôt des quartiers qui sont fragmentés? Tout dépend comment on travaille. Je veux dire, si vous faites de la haute couture, que vous remplissez des dents creuses, que vous respectez les soubassements, mais est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'ai le sentiment que non.
Ça dépend qui, ça dépend quelle commande, ça dépend dans quel contexte vous travaillez. Vous avez des secteurs qui sont protégés. Mais l'exemple de Calais, par exemple, vous, qu'est-ce que vous pensez des aménagements urbains contemporains et des immeubles contemporains qui viennent s'insérer dans le tissu urbain? Mais je pense surtout que sur le plan esthétique, ils n'ont pas du tout la même beauté sur le plan de la durabilité du matériau aussi. Parlons du matériau. Vous avez des immeubles de ce qu'on appelait les nouvelles cités des années 70, 80, qui aujourd'hui sont dans un état absolument piteux, alors que tout cet appareillage de briques, par exemple, depuis 80 ans, a résisté au temps. Oui. Et ça, c'est déjà très important, parce que si vous n'avez pas derrière un entretien qui se fait, ça devient très vite laid. Tout simplement. Comment il faut articuler patrimoine et création sans tomber dans le pastiche, on va dire, ou la rupture, justement, lorsqu'on est dans des secteurs patrimoniaux qui sont préservés? Le problème, c'est de définir la modernité. Si vous utilisez des matériaux un peu comparables à ce que vous avez de part et d'autre dans votre environnement, ça vous aide quand même à vous intégrer si vous respectez les proportions. Ça n'empêche pas d'être créatif. Le problème, c'est quand on veut choquer, c'est quand on veut se montrer, c'est quand on veut faire un geste architectural. Mais on peut très bien dessiner quelque chose d'élégant, de beau, de soigné. Il y a des nouvelles beautés aujourd'hui. Vous en voyez. Vous avez des témoignages de lieux que vous avez visités et que vous trouvez beaux, même si c'est contemporain. Non? Allez-y, je vous écoute. Ah mais heureusement que oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans l'architecture contemporaine. J'ai un peu plus de réserve sur les modernistes parce que tout le monde n'a pas eu le talent de Malestévins ou de Le Corbusier. Et puis surtout parce qu'il y avait un aspect expérimental et que comme on était dans la précipitation de la reconstruction avec des contraintes économiques drastiques, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, appelons un chat, bâclées, et en profitant aussi un peu du système. Je pense que Calais a été une des victimes collatérales de ce système de reconstruction préfabriqué, expérimental. Voilà. Alors, et aujourd'hui il faut retaper. Aujourd'hui, il faut retaper ces trucs expérimentaux parce que évidemment, ça fait partie de notre histoire. Sauf que. Et quand je parle d'aujourd'hui, c'est de la création contemporaine. La création contemporaine, il y a plein. Les architectures d'aujourd'hui, est-ce qu'elles vous séduisent? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont belles? Oui, il y en a des très très belles, y compris. Quels exemples vous avez? Y compris de la part d'architectes peu connus. Moi, mon dada, c'est Tadao Ando. Mais enfin, je ne suis pas obligée d'avoir la vérité. Si on parle de beauté. Où est-ce que l'on peut voir ces créations? Alors, Tadao Ando, un peu partout dans le monde, c'est plus un architecte qu'un architecte d'intérieur. Mais si je cherche dans ma partie architecture intérieure, on les connaît moins, ces gens-là. Mais il y a beaucoup de résolutions populaires, intéressantes, dans des musées, dans des gares, dans des... Voilà, si je devais retenir une consoeur, ce serait Gaë Aoulenti pour le musée d'Orsay, par exemple. D'accord. Voilà, on a une belle référence là justement de la beauté et du patrimoine révélé à travers en fait de la création contemporaine. Edith, est-ce que vous êtes touchée par la beauté de aujourd'hui? Si on se limite à Calais, j'aurais beaucoup de difficultés à vous citer. Alors prenons un peu le large. Est-ce qu'il y a d'autres villes Non, si, quand même. Oui. Alors bon, puisqu'on parle d'architecture contemporaine remarquable, il faut quand même noter qu'on a eu un label architecture contemporaine remarquable pour la piscine, récemment à Calais, la piscine Rançon, qui a été inaugurée en 1963, et pour le musée des Beaux-Arts. Donc là, on est encore dans les années 50-60. Moi, je parlais de 2025. Oui, mais bon, voilà, je m'accroche aux architectures on est dans le contemporaines. modernisme. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous pour cette émission Atrium, donc patrimoine et restauration, que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube. Vous avez l'intégralité des programmes qui ont été enregistrés ici au Salon international du patrimoine culturel sur cette chaîne. Et il y aura encore une conclusion, évidemment, qu'on va tourner dans quelques instants avec Stéphane Galerni
Verneau, le président d'Ateliers d'Art de France, et également Bernard Le Chevalier, qui est donc le rédacteur en chef de cette revue Patrimoine et Restauration, avec un numéro justement qui est consacré au patrimoine art déco et une partie d'un article que vous avez d'ailleurs rédigé donc, à Roger Poyer, et d'autres photos de ces réalisations qui sont à ne pas manquer, puisque c'est vrai qu'on pose un regard différent sur cette ville de Calais, et ça fait du bien. Vous n'allez pas me contredire, Edith. Merci à toutes les trois et à très bientôt. Merci.